Bonjour à tous. Avant tout, pour faire la transition, j'aimerais vous informer que le 26 juin, il y aura un colloque 4 saisons cardiovasculaires organisé par le professeur Collet et le professeur Mack, justement sur ces nouvelles molécules et les effets cardiovasculaires. Comme ça, je vous invite déjà à en prendre note. Le deuxième topo, c'est beaucoup plus simple, comme ça vous pouvez vous relaxer. Il y a beaucoup moins de molécules, beaucoup moins de mécanismes. C'est vraiment un peu de la cardiologie interventionnelle. Mes conflits d'intérêts. Alors, avant tout, le syndrome coronarien aigu chez les patients âgés, on sait bien entendu que la proportion des patients âgés chez les patients qui se présentent avec syndrome coronarien aigu augmente. Les patients au-delà de 75 ans ont été fréquemment exclus ou bien ont eu une représentation insuffisante dans les études cliniques. On sait que l'âge, c'est un prédicteur d'un côté d'augmentation des événements ischémiques dans le syndrome coronarien aigu, mais aussi dans l'augmentation des événements hémorragiques. Et comme ça c'est tout un des aspects critiques pour cette population. Les syndromes coronarien aigu chez les patients âgés, notamment les investigations invasives versus conservatives, ont été étudié dans l'étude After 80, ça c'était en 2016, publié dans le Lancet. C'était à peu près 500 patients avec non-stémie, âge moyen 85 ans et follow-up 1,5 années. Et vous voyez que l'endpoint primaire de cette étude était fortement en faveur d'une prise en charge invasive versus prise en charge conservative. Toutefois, il faut dire que l'outcome primaire, c'était un composite d'infarctus du myocarde, la nécessité d'une revascularisation pour une ischémie, l'AVC ou la mortalité. Comme ça, un composite endpoint fortement positif. Si on regarde les endpoints individuels dans cette étude, il y avait une réduction significative de l'infarctus du myocarde de l'ordre de 50% et une nécessité aussi, une réduction très significative d'une nécessité d'une nouvelle revascularisation, c'est assez logique, de l'ordre de 80%. Important, le fait d'être traité de façon invasive n'augmentait pas votre risque de saignement. Maintenant, par la suite, il y a eu... Ça, il y a eu petit couac. À ce moment-là, il y a eu par la suite des méta-analyses. After 80, c'est l'étude que je viens de vous présenter. Autres études plus petites ont été mises dans une méta-analyse au niveau des études, 6 études, 1500 patients. Et si on regarde le bénéfice, il n'y a pas de bénéfice sur la mortalité si on traite de façon invasive vis-à-vis conservative chez les patients qui ont plus que 70 ans avec syndrome coronarien aigu. Mais on a encore une fois une réduction significative de l'infarctus du myocarde, de la nécessité d'une nouvelle revascularisation. Pour ce qui concerne l'endpoint un peu plus dur, si vous voulez, de la mortalité et infarctus du myocarde combiné, il y avait des outcomes différents selon le type de statistiques utilisées, comme ça, ce n'était pas très parlant. Maintenant, ça c'était une méta-analyse individual, patient data meta-analysis, qui était plus précise. Maintenant, ça c'était une autre méta-analyse avec 2500 patients cette fois-ci, qui ont pris les études in toto et pas les patients individuels. Et regardez encore une fois, pour les patients qui avaient plus que 75 ans, syndrome coronarien aigu, l'impact d'un traitement invasif versus conservatif. Et vous voyez qu'il y avait une réduction significative cette fois-ci de la mortalité plus infarctus du myocarde. Encore une fois, une réduction significative, 44% de l'infarctus du myocarde par un traitement invasif. Pas d'effet sur la mortalité, pas d'effet sur la mortalité cardiovasculaire. Naturellement, un bénéfice en termes de nécessité d'une nouvelle revascularisation, encore une fois, c'est logique, et pas d'excès de saignement. Ça, c'est aussi quelque chose d'assez positif. Et ça, c'est la base pour la présentation de l'étude d'aujourd'hui qui s'appelle Senior Rita. Et c'est une étude randomisée pour les patients qui avaient plus que 75 ans avec non-stémie. Encore une fois, ça, ce sont des non-stémies pour lesquelles on pense que ce sont des type 1 myocardial infarction. Ça veut dire on pense que c'est une rupture de plaque. Ce ne sont pas des
des non-stémies secondaires à la fibrillation auriculaire, à l'insuffisance cardiaque, à la pathologie valvulaire, etc. Mais il faut déjà dire que, comment dire, le diagnostic de type 1 non-stémie, ce n'est pas si facile. En tout cas, 1500 patients, plus que 75 ans, comme ça c'est l'étude qui est 3 fois plus grande de l'étude précédente After 80, qui a été randomisée à un traitement invasif plus traitement médicamenteux optimal versus traitement conservateur plus traitement médicamenteux optimal naturellement. Le point d'observation primaire, cette fois-ci, c'est plus, comment dire, stringent. Mortalité cardiovasculaire ou infarctus du myocarde. On a enlevé le bénéfice en termes de nouvelle revascularisation. Et c'était une étude qui était fondée par le British Heart Foundation. Les patients, c'était les patients avec un âge moyen de 82 ans, très âgés encore une fois. La moitié à peu près, c'était des femmes. Le follow-up moyen, c'était de 4 ans. Et dans le groupe interventionnel invasif, il faut savoir que le temps entre l'arrivée à l'hôpital et la coronographie, c'était de 5 jours, pour information. Et à peu près 50% de ces patients dans ce groupe ont après eu une revascularisation coronarienne après la coronographie. La grande partie par voie percutanée et transradiale, comme c'est le state of the art couramment. Maintenant, quel est l'endpoint primaire? La mortalité cardiovasculaire ou infarctus du myocarde négative entre traitement invasif, traitement conservatif, mortalité cardiovasculaire négative, disons, pas de différence. Et il y a encore une fois un bénéfice en termes d'infarctus du myocarde qui est statistiquement significatif. Toutefois, l'amplitude est moindre que dans les autres études, de 25% en faveur de l'infarctus du myocarde. Très important, il faut savoir qu'avoir un traitement invasif, c'était safe. Les complications procédurielles liées à ça étaient moins que 1%. Il n'y avait pas d'excès de saignement. Et quand même, un quart des patients qui étaient initialement randomisés dans le groupe conservatif ont dû passer dans le groupe invasif, probablement parce qu'ils ont eu des ischémies réfractaires par la suite. Comme attendu, il y a eu une claire diminution de la nécessité d'une nouvelle revascularisation de l'ordre de 75%. Maintenant, la question c'est, est-ce que ces patients avec non-stémie, il faut les prendre en salle en 4, oui ou non? Alors, en résumé, les études randomisées antécédant à Signorita étaient en faveur d'un bénéfice, aussi les méta-analyses, mais pas sur la mortalité, surtout sur l'infarctus du myocarde et bien entendu la nécessité d'une nouvelle revascularisation. Signorita était négatif pour le point d'observation primaire, mortalité cardiovasculaire ou infarctus du myocarde, toutefois, bénéfice significatif en termes de réduction d'infarctus du myocarde par la suite ou nécessité d'une nouvelle revascularisation, et important, pas de hasard pour les patients qui étaient randomisés dans le groupe invasif. Et comme ça, il faut dire que quelles sont les implications pour les patients? C'est important de savoir que le non-stémie chez les patients âgés, c'est un mix de deux situations hétérogènes. D'un côté, on a le non-stémie. Encore une fois, est-ce que c'est vraiment type 1 ou est-ce que c'est secondaire à quelque chose d'autre? Et on ne peut pas savoir, est-ce que le patient a maladie monotronculaire, pluritronculaire, comment est la fonction, normale, pas normale? Est-ce que le patient est stable, instable? Est-ce que le patient a uniquement entre guillemets, une problématique coronarienne ou peut-être des pathologies associées, notamment pathologie valvulaire et la sténose aortique, c'est un exemple classique, mais aussi le patient en soi est hétérogène, la population des patients est hétérogène en termes d'espérance de vie, qualité de vie, risque ischémique, risque de saignement, comorbidité, pathologie rénale, pathologie qui nécessite des anticoagulations comme la fibrillation auriculaire, embolie pulmonaire. Les patients peuvent être fragiles, peuvent avoir des problèmes cognitifs et naturellement, très important de cette catégorie de patients, peuvent avoir des désirs et des valeurs et des préférences très différentes. Alors, comment dire, les patients peuvent vraiment être très différents les uns les autres. Et comme ça, par définition, comme on dit en bon anglais, one size does not fit all. On ne peut pas dire, allez, on va les traiter tous ou on va les traiter de façon conservative tous. Ça ne va pas jouer. Et comme ça c'est un peu aussi à la mode, hein, individualized shared decision making,
C'est le mot de la journée. Maintenant, comment faire cette évaluation, comment dire, de façon la meilleure possible pour proposer un traitement individuel à ce patient? Et ça, c'est un peu mon avis. Pour la plupart des cas, il faut une coronographie. Ça ne veut pas dire qu'il faut une revascularisation, mais il faut une coronographie. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas savoir la pathologie coronarienne avant. Et dans ces cas-là, patients âgés, calcifiés, fibrillation auriculaire, le scanner n'aide pas vraiment. Comme ça, on doit pouvoir juger quel est le risque si on traite ce patient de façon conservative. Parce que s'il a une sténose serrée du tronc commun, voilà, peut-être de façon traitement conservatif n'est pas optimal. Il faut aussi savoir quel est le risque de la revascularisation. Notamment, est-ce que le patient a un risque d'une intervention percutanée qui est élevé sur la base de la pathologie coronarienne. Et il faut aussi estimer quel pourrait être le bénéfice de cette revascularisation, surtout en termes de contrôle des symptômes et de qualité de vie. Naturellement, c'est très bien de ne pas proposer une coronographie si le patient ne veut pas, si le patient estime une durée de vie qui est estimée à être faible, s'il a déjà un trouble cognitif, insuffisance rénale préterminale, des saignements importants, etc. Tout ça, c'est très très bien. Il ne faut pas proposer à tout le monde une coronographie. Très important, encore une fois, le fait de cater un patient ne veut pas dire forcément de le revasculariser par la suite. Deux patients, très rapidement, pour vous montrer comment ils peuvent être différents. Le premier patient, tous faits dans les derniers 15 jours, le premier 85 ans, multiples pathologies que je vous laisse regarder, non-stémie, fraction d'éjection encore normale, mais sténose aortique modérée, dysfonction du ventricule droit, patient très très malade. On le cate et à ce moment-là, on voit qu'il a une lésion très serrée de cette marginale, qui est un petit vaisseau en effet, mais calcifié, lésion à ce niveau-là. Et puis, il y a une lésion très serrée de cette coronaire droite. Vous voyez que le flux est réduit, c'est calcifié, c'est difficile, la périphérie est très malade. À ce moment-là, on a dit un traitement initialement conservateur parce qu'on veut savoir quelle est la pathologie aortique. Est-ce que la pathologie aortique nécessite oui ou non un traitement? Ça va changer, on peut la donner. Le patient, entre-temps, a été traité par insuffisance cardiaque, a été discuté en team, traitement conservateur pour la sténose aortique, mais entre-temps, le patient est 11 jours à l'hôpital sans symptômes. Et on a amélioré sa fonction cardiaque. Alors, à ce moment-là, on discute avec le patient, on dit, à ce moment-là, on vous propose plutôt un traitement conservateur, et par la suite, si ça ne va pas, si vous avez des symptômes qui vous limitent dans votre qualité de vie, bien entendu, on se prendra le risque avec vous de faire un traitement qui est quand même plus haut risque que d'habitude, avec cette coronaire droite très calcifiée, la marginale calcifiée. Et le patient, il faut dire qu'initialement était était prêt à se faire traiter, mais par la suite était soulagé de savoir qu'on a plutôt proposé quelque chose de conservateur. L'autre extrême, patient du 30 décembre, 75 ans, une femme, hypertension non traitée comme seule pathologie. Elle, la veille, faisait encore le salève et elle avait quand même, avec des douleurs thoraciques sur le salève, fonction systolique normale, non-stémie, hypokinésie antéro-apicale, un électrocardiogramme quand même qui vous inquiète. Et comme ça, je pense que c'est votre mère ou grand-mère, selon les âges, qu'est-ce que vous voulez faire de R, troponine 162. On la prend en salle de 4 et on voit qu'elle a une lésion isolée de l'IVA moyenne, très serrée, très facile à traiter. Un stent, c'est fait. Et la patiente, en fin de procédure, demande si elle peut aller skier, faire des vacances de ski le 15 janvier. Et moi, je lui dis, pourquoi pas? Et la patiente est rentrée à domicile 4 jours après l'hospitalisation. Comme ça, qu'est-ce que nous disent les guidelines 2023? Pour le STEMI, en absence d'études randomisées, il n'y en a pas, l'angioplastie primaire devrait être considérée pour tous les patients avec STEMI, indépendamment de l'âge. Pour le non-STEMI, en absence de clinical evidence qui est robuste, l'indication pour une prise en charge invasive doit être faite de façon individualisée. Et ça, c'est vrai encore après Señorita. Mes conclusions, c'est qu'une coronographie est à proposer, selon moi, pour la majorité des patients, pour permettre une estimation plus précise des bénéfices et risques
liées à une éventuelle revascularisation. On ne peut pas prédire à l'avance le degré de complexité de la maladie coronarienne. Coronographie ne veut pas dire revascularisation, et les risques de revascularisation doivent être encore pris en charge de façon, pris en compte de façon plus importante après seigneurita. Bien peser surtout l'indication revascularisation à haut risque. Le but primaire d'une revascularisation, c'est la qualité de vie du patient, doit être une décision commune avec le patient et ainsi indispensable. Seigneurita a montré qu'une stratégie invasive peut sans autre être proposée, car associée à certains avantages, réduction de l'infarctus, réduction de la vascularisation, sans excès de risque pour le patient âgé. Et je vous remercie pour l'attention.